j'ai l'arbre d'intérim, et après j'ai lu dans les années. Trois rangées. C'est pas bordélique comme moi. Et puis je vais Faire sa démonstration, vous avez la place. mon cahier, parce qu'autrement, j'oublie. Ça fait du cochon, hein. Ouais, ouais. À ce mois. Pas ça? Ah, Dire tout ça. surprise. Bon, moi je vais encore vous embêter un petit peu avec la méthode de Gertrude Frank, j'en ai parlé le mois passé. Si c'était intéressant. Ouais, je ne sais pas si tout le monde avait suivi ça ici, ou bien suivi sur Internet. Bon. Allez, je vais faire un petit rappel rapidos, parce qu'on n'a plus trop de temps. Alors, ça consiste en quoi? Donc, c'est une méthode qui a été mise au point par une dame, une Allemande. Donc, son principe, c'est de jamais avoir un sol nu. Donc, je crois que tout le monde comprend pourquoi. Hein. Donc, favoriser au maximum l'association des plantes, parce qu'elle a constaté que les plantes poussent mieux quand elles sont associées entre elles. À part quelques-unes qui sont peut-être, les associations ne sont pas propices, mais c'est très peu de plantes qui ne se supportent pas l'une l'autre. Ça se résume à quelques cas seulement. La sauge. Au fenouil. Oui, des choses qui sont en général assez agressives avec un fort arôme ou forte odeur. C'est souvent le cas. Et entre autres, elle a constaté que le cresson était aussi assez agressif. Ah oui? Oui, ça, souvent, on ne s'est pas trop associé le cresson avec autre chose. Et ça laisse des traces aussi. Et c'est assez piquant, le cresson. Et ça, bon, ça c'est entre parenthèses ce qu'elle a. Donc, avec un travail minimum du sol, donc quand on a un bon sol, assez meuble et tout ça, ben, il n'y a même pas lieu de travailler le sol. Au début, parfois, ça sera nécessaire, mais par la suite, ça sera vraiment le minimum pour justement pas bouleverser tout l'équilibre naturel qui se trouve dans le sol. Alors, elle utilise aussi des plantes engrais. Donc, au lieu de faire des apports d'engrais venant de l'extérieur, elle estime que voilà qu'il y a plein de choses dans le jardin qu'on peut réutiliser et elle utilise pas mal d'engrais verts. Donc, et ça, je vais un peu expliquer plus en détail. Essayer d'avoir un maximum de diversité des plantes. Donc, pas uniquement en légumes, mais aussi mélanger des plantes condimentaires avec les légumes, les fleurs. Tout ça, ça apporte, ça n'est que bénéfique pour le potager. Et aussi faire du compostage en surface. Tout ce qu'on récolte du jardin, ou même les tontes d'herbes ou les fauchages d'endroits, ça peut être des orties, ça peut être la consoude ou d'autres plantes. Voilà, au lieu de faire des tas, couvrir le sol avec ça. C'est beaucoup plus bénéfique parce on nourrit le sol et on active la vie qui est dans le sol. Et ça, c'est une chose importante à savoir, c'est qu'il y a une vie dans le sol et c'est pas que les engrais qu'on y met qui font pousser les plantes. C'est toute une combinaison des bactéries, des champignons qui font que la plante est nourrie par le sol via des éléments, des micro-organismes qui sont dans le sol et c'est ça qui alimente les plantes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai expliqué ça le mois passé, donc quitte à aller revoir ça sur notre blog via internet, voilà, vous pouvez un peu réécouter ça et ce que Ignace avait dit en début de cours aussi. Alors, comment elle s'organisait? Donc, elle fait des cultures en ligne. Donc, les légumes sont espacés de 50 cm. Donc, elle fait des lignes toutes les 50 cm. Donc, admettons qu'elle, dans son jardin, on consacre une partie en culture associée, ben voilà, on
fait des lignes toutes les 50 cm. On classe les légumes en 3 catégories. Donc, elle a donné des lettres A, B, C. Bon, c'est pour dire de classer ça. Je vais un peu vous expliquer après quels légumes viennent dans ces différentes catégories. Mais il y a des lignes A tous les 2 mètres. Donc, tous les 2 mètres. Et au milieu, ligne B, entre les lignes A, donc tous les mètres. Et puis les lignes C viennent entre les lignes A et B. Donc ça veut dire qu'on a 2 fois plus de lignes C que de lignes A et B. Et on reproduit ce module comme ça, les uns à côté des autres, pour avoir cette répartition de types de légumes. Alors, ce qui est intéressant maintenant de savoir, c'est ce qu'on met dans les lignes A. Donc il y a 2 critères de sélection. C'est la hauteur ou la largeur, donc l'empattement du légume, et aussi sa longueur de culture. C'est-à-dire qu'une culture qui reste là pratiquement toute la saison et qui prend de la hauteur et de l'ampleur vont se mettre sur les lignes A. Donc ça veut dire que on a des lignes A tous les 2 mètres. Ça veut dire qu'on ne colle pas toutes les plantes qui poussent en hauteur les unes contre les autres, parce que justement il va manquer de lumière. Ils vont se faire de la concurrence. Au milieu, les lignes B, ce sont des cultures à développement moyen, donc hauteur moyenne, et qui n'occupent le terrain que soit le premier semestre de l'année, ou soit en 2e semestre. Donc ça, je pense que chaque jardinier qui a un peu d'expérience sait qu'il y a des choses qu'on sème en début d'année et qu'ensuite, à partir de juin, juillet, on sème autre chose et ces légumes-là viennent occuper la 2e moitié de l'année. Ça veut dire qu'on peut faire à peu près 2 cultures sur le même endroit. Après avoir enlevé la première, on peut mettre une 2e. Et toutes les lignes C, ce seront des cultures à faible développement, donc plus petits, et qui poussent vite. Et là, sur ces lignes C, donc 2 fois plus nombreuses, on pourra mettre 2 à 3 fois une culture sur ces lignes. Alors, j'ai cité un peu rapidement dans les lignes A ce qu'on va y trouver. Donc, grand et longue culture, tomates, haricots, aram, pois aram, ou pois nain aussi, hâtif ou tardif, des concombres, des cornichons, des choux d'hiver, des pommes de terre, courgettes, parce que ça prend quand même de la place, mais fèves et maïs. Donc, c'est toutes des choses qui poussent quand même assez bien en hauteur. Et qui reste longtemps. Et qui restent longtemps. Et ça fait de l'ombre aussi, par exemple, le maïs. Voilà. Oui, ben justement, ça peut, justement, pour les autres légumes, ça ne va pas gêner puisqu'il y a de l'espace et ça peut même être bénéfique. Par exemple, pour une laitue qui n'a pas forcément besoin de plein soleil en pleine saison, une mi-ombre, c'est beaucoup mieux. Donc, elle joue un peu, donc elle crée un peu un microclimat dans ses rangées et en même temps, il faut garder la lumière pour tous les légumes. Donc, dans les lignes B, on va parler par exemple des poireaux repiqués, des oignons de provision, des bulbilles qu'on plante, les oignons de Mulhouse par exemple, les salsifis, les scorsonnaires, choux-fleurs, choux hâtifs, betteraves potagères, pois nains, céleri, haricots nains, panais, des bêtes, et parfois aussi des semis d'oignons de garde. Dans les lignes C,
Donc, petit développement, croissance rapide, carottes, bon, carottes actives, carottes qu'on sème plusieurs fois pendant l'année, toutes les laitues. Donc ça me pousse. Allez, ça pousse assez rapidement et ça voilà, c'est vite récolté. Les chicorées, les choux raves, fenouil, panais, radis, les semis de poireaux et les semis d'oignons. Donc, dans les lignes C, lorsqu'on va ressemer, après avoir enlevé une première culture, par exemple de laitue, quand on mettra le deuxième légume, on ne remettra pas des laitues. On choisira soit des radis, soit des carottes, on met autre chose, pour ne justement pas avoir chaque fois la même famille au même endroit. Donc ça, c'est une question de rotation des cultures. Mais il y a des comment je veux dire, des légumes qui ne s'associent pas avec d'autres. Oui. Il y en a très peu. Ouais. Mais ça, on peut retrouver ça sur des tableaux courants. Et En gros, c'est quoi? C'est les oignons, tout ce qui est aliacé et ce qui est légumineux. Et le pH de la terre n'a plus d'importance. Le pH, en général, le pH ne varie jamais beaucoup sur une terre, parce qu'on a la terre qu'on a, à part que si on intervient en masse avec quelque chose, soit un herbicide. Bon, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des herbicides, mais les herbicides, ça acidifie beaucoup le sol. Donc. Si on rajoute de la tourbe, par exemple. Ouais, mais c'est pas. Il faut vraiment y aller. Très fort. Donc, avec un herbicide total, par exemple, et qu'on y met chaque fois des doses, et pendant des années, ben, le pH peut tomber à 4. Ah ouais. Et on a eu ça à Albec, jardin d'Albec, à cause des voisins qui avaient pulvérisé ça avant qu'on arrivait. Et là, on avait des pH de 4,2. Ouais. Alors que normalement, on doit avoir 6,5, 7. Alors, donc, ces lignes doivent être aussi matérialisées sur le terrain. Donc, bon, au lieu de mettre des lettres A, B, C, on peut travailler avec des couleurs. Donc, elle avait choisi, par exemple, le rouge pour la ligne A, le vert pour la ligne B et bleu pour les lignes C. On peut mettre des petits piquets de bois ou des piquets, mais on risque de tomber au-dessus. Moi, je trouvais que c'était pas mal, c'était de mettre ça, donc un fil comme ça, plié, donc c'est un peu comme une grande agrafe, bouchon de bouteille avec un trou. Et voilà, on enfonce ça, comme ça, dans le sol, ça vient à ras. On ne tombe pas au-dessus, on ne choque pas au-dessus. De temps en temps, il faut un peu dégager parce qu'il y aura peut-être un peu de terre qui va venir dessus, mais voilà. Donc je trouve que c'est pas mal. Comme, voilà. Alors surtout que chaque année, toutes ces lignes, pour avoir un... C'est pas une rotation, mais c'est... On les déplace. Ouais, on déplace chaque ligne de 25 cm. Donc on déplace chaque Ça veut dire que tous les 50 cm qu'il y a une culture, l'année d'après, on déplace le tout toujours dans le même sens de 25 cm. Donc on vient cultiver à un endroit où il n'y a pas eu de culture l'année précédente. Je mens un petit peu parce qu'en fait, on y aura mis quand même quelque chose. Et c'est justement, c'est l'endroit où on mettra une plante qui enrichit le sol. Et elle, sa plante fétiche, c'était l'épinard. Donc, en ce moment même, voilà, on pourrait commencer à semer entre les lignes, donc je vais appeler ça les interlignes, les semis d'épinards. Donc, et on y va, on sème aussi tous les 50 cm. Partout où on peut, l'épinard. Donc l'épinard, c'est une plante qui germe assez facilement, qui n'a pas besoin de beaucoup de chaleur, qui pousse rapidement, et après elle monte à graines,
Mais là, on va justement la détruire sur place. Donc faucher. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en manger un petit peu. Mais bon, voilà. Le but, c'est d'enrichir le sol avec un engrais vert en laissant la racine dans le sol. Parce que la racine, en se décomposant, elle apporte ses éléments à elle. Elle crée des canaux avec la racine pivotante, mais aussi les radicelles qui se décomposeront dans le sol, feront aussi des canaux pour que l'eau puisse facilement pénétrer. L'eau et l'air. Et les vers de terre. Alors, on va dire, bon, si je dois semer comme ça 20 lignes d'épinards, la barbe, ben moi j'utilise la seule chose que je sème avec ça, c'est un semoir en forme de roue. Donc en fait, on met les graines ici au centre et on peut voir qu'il y a des trous sur les côtés. Différentes grandeurs. Et ici, sur ce disque ici, qui est réglable, on peut, en fonction On de choisit le trou. La grosseur Voilà. de la graine. de la grosseur de la graine ou du nombre de graines qu'on veut par centimètre, enfin par mètre par exemple. Voilà, on peut faire varier comme ça. On promène comme ça avec un bâton Ouais. et on promène dans le sillon. Voilà. Et on voit les petites graines dans le sillon. Si vous estimez qu'il n'y en a pas assez, vous repassez un coup. Et comme ça, donc, on fait le sillon, pas profond, on passe le semoir et on referme un carreau. Moi j'ai un semoir, mais c'est C'est un Wolf. Ça c'est Wolf. Ouais. Ouais. Mais bon, Ou alors regardez ça là existe. aussi. Pour mon nom. Voilà, moi j'utilise le semoir sous forme de roue. Donc il y a des petites alvéoles sur les côtés qui permettent, des petits trous là qui permettent de régler. Donc en fait, voilà, on met les graines ici. Ensuite, donc ça permet de régler. Voilà, comme ici, ben, il y aura par exemple 2-3 graines tous les 3-4 cm. Voilà, comme ça. Donc c'est réglable. Donc si c'est des plus grosses graines, on peut ouvrir plus. Voilà, ça sera donc 2 graines par exemple tous les. Voilà. Ici 2 graines tous les 7 cm. Voilà. Mais ici on va utiliser plutôt un peu intermédiaire pour avoir des sorties de graines adaptées. Donc on va mettre. Voilà. C'est des épinards d'Amsterdam, donc des épinards anciens à graines pointues. Donc voilà, c'est ce qui est au mieux. On referme les choses et alors on règle comme ça. Voilà, je pense que ça va être bon. Voilà, et on promène la roulette dans le sillon. Si on estime qu'il n'y en a pas assez, on repasse un coup. Et voilà, c'est des choses, je trouve c'est pour, quand on doit faire des semis nombreux comme ça et qui ne demandent pas, enfin, précision, on a une bonne précision puisque les graines tombent toutes les 2, 3, Après, il faut 5 couvrir de cm. terre. Ah bah ouais. Ouais, mais Ouais, avec le râteau, avec c'est un vite fait, râteau, voilà. Alors, Gertrude Frank, elle, parce qu'elle habitait en forêt noire, donc c'est pas le même climat que par ici, donc c'était beaucoup plus rude comme climat. Et elle, parfois, avant de pouvoir semer ses épinards, ben, le sol était gelé, couvert de neige même. Donc pas de problème, elle ratissait
la neige, c'était même sur sol gelé. Elle mettait ses graines d'épinards et le recouvrait avec la neige. Et souvent, ben voilà, à la fonte de la neige et au printemps, ben, toutes ces lignes d'épinards levaient facilement. Voilà. Alors, j'ai dit. Alors, ce que je n'ai pas dit la semaine passée. Alors, comment on va démarrer la méthode sur le terrain? Eh ben, c'est, par exemple, en hiver, on place nos petits repères. Donc, il faut 3 sortes de repères. Donc, ici, des bleus. Je n'ai pas trouvé de capsule bleue, moi j'ai mis des jaunes. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Du moment qu'il y en a trop. Du moment qu'on sait distinguer les 3 types de légumes qu'on veut mettre, voilà. C'est tout. Donc on place ça l'hiver, donc tous les 50 cm. À le bec. J'ai encore un peu triché, j'ai fait un masseau samoa. Moi j'ai mis plus large, pourquoi? Parce que souvent je mets des doubles lignes de légumes. C'est-à-dire que, par exemple, les oignons, je les mets légèrement sur le but et je fais des doubles lignes. Donc ça veut dire que l'empattement de chaque légume est plus grand. Donc moi j'ai mis 70 cm entre chaque rangée. 70 cm, 70, donc ça permet juste de bien avoir de l'espace pour chaque légume. Bon, ça c'est ma façon à moi de faire. Je veux dire, j'ai déjà fait ça il y a 25 ans. J'avais commencé. Bon, après j'avais abandonné. Pourquoi? Parce que j'avais un apport de fumier régulier. Donc je trouvais peut-être pas utile de faire l'engrais vert. Ici, à Albec, j'ai consacré 150 mètres carrés à cette méthode. Donc, je suis occupé de la mettre en place donc, cette année. Donc, on va faire visiter le jardin de temps en temps pour que vous puissiez le dire voir, entre autres, cette parcelle, mais les autres aussi. Donc, on va organiser des jours de visite et un peu voir comment que ça se passe. Bon, moi, j'ai confiance à la méthode. Donc, après avoir placé tout ça, très tôt au printemps, on sème ces épinards. Donc tous les 50 cm. Moi, chez moi, un peu plus. Donc, quand l'épinard va lever, on peut repasser un coup de rasette sur les endroits où on mettra les autres légumes. Si par exemple, sur les lignes A, D ou B, qu'on va seulement, surtout les lignes A, par exemple les tomates qui viendront seulement au mois de mai, on peut déjà semer un engrais vert. Elle, son engrais vert fétiche, c'était la moutarde. Donc la moutarde de Chine. Hein. Donc en engrais vert. Moutarde blanche. Oui. On sème ça au printemps. Ça n'aura pas le temps de monter et de fleurir. C'est pas grave, mais ça fait une couverture du sol. Cette couverture du sol sera hachée sur place. Juste avant de mettre les tomates. Donc, en fait, on a créé une protection du sol et en même temps, la moutarde, elle est désinfectante. Donc, c'est une culture qui désinfecte le sol. Et souvent, on l'utilise aussi, des gens qui utilisent beaucoup avant de mettre des pommes de terre. Donc, pour éviter les nématodes dans le sol qui pourraient créer des problèmes aux pommes de terre. Oui, et là, c'est l'épinard qui jouera son rôle. Donc, ici, Marc parle de la hernie du chou. Ben, l'épinard contient de l'acide oxalique, de la saponine dans la racine, et ça, c'est un désinfectant et c'est propice, enfin, ça évite la hernie du chou. Donc, ça aide. Par contre, la moutarde, bon, on peut mettre aussi, par exemple, le trèfle, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui reste plus longtemps. La moutarde pousse très vite. On pourrait mettre aussi la facélie. Donc, le tout, c'est de couvrir le sol
pour éviter les lessivages, et en même temps, ça fixe l'azote du sol au niveau de la terre au lieu que ça passe dans les nappes phréatiques. Par la suite, donc, on viendra semer, par exemple sur les lignes C, les carottes hâtives, par exemple des laitues. Elle recommandait beaucoup le semer sur place. Donc, c'est un petit peu en contre-courant de ce que nous on fait ici, parce qu'elle estime qu'une plante semée sur place, elle est beaucoup mieux implantée. Les racines vont beaucoup plus loin qu'une qui est repiquée. Puis elle n'est pas perturbée. Non plus. Mais voilà, mais on ne s'est pas hâté si tant que ce qu'on fait là. Je ne vais pas exclure ça parce que je le fais aussi. Et voilà, dans cette méthode à elle, elle estime, enfin, elle trouve que les plantes sont mieux enracinées et poussent mieux. Mais dans les alvéoles et dans les petits pots, on repote avec toute la terre. Donc Oui. on est déjà entre deux. Il n'y a pas d'arrêt de croissance. Mais j'ai quand même constaté, moi, on est passé que lorsqu'on repique des laitues, même en alvéole comme ça, que les racines restent quand même beaucoup En autour chignon. de ce truc de terreau qui est différent de son sol. Oui. Et l'enracinement se fait moins bien. Moi, j'ai constaté ça avec les scaroles. J'ai constaté qu'il y Après, a il y a moins des petits bonne. pots en carton qui sont biodégradables. On peut enterrer le pot de carton. Mais malgré Et tout, ça se on met désagrège. un substrat qui est différent du sol. Ah ouais, ouais. Donc, Moi, je fais c'est ça. pas un Ouais. le substrat n'est jamais comme le sol. Enfin, bon, Mais c'est un détail, c'est pas... ce que moi je fais aussi, c'est le surplus de racines qui sont en dessous du terreau, je les coupe. Oui. Comme ça, ils émettent des nouvelles racines. Ouais. Parce que quand il commence à avoir un chignonnage, on appelle ça, Puis, dans une forme. les racines continuent à tourner en rond. Si on vient, Comme comme Ias dit, couper un peu ces chignons, ben, on coupe les racines et les racines réémettent des racines plus loin. Mais voilà, bon, moi je vois que par exemple les tomates, ben, forcément on les sème pas sur place, on les repique aussi, ben, mais il y a des plantes qui émettent plus de racines. Je pense qu'une laitue c'est peut-être un peu différent. Mais bon, fragile. voilà. Un peu C'était plus. bien, c'était les espèces de petites galettes de tourbe qu'on mettait dans l'eau et qui étaient comme un espèce de filet biodégradable. Parce que là, les racines pouvaient vraiment sortir du petit filet. Ouais. Je trouvais Ouais. que ça marchait beaucoup Mais c'est mieux que les, toujours le problème les du petits substrat. giffipotes ou les machins comme ça. Et Après, pour on peut- répondre, il y avait quelqu'un qui avait dit est-ce qu'il faut mettre de l'engrais? Je crois que c'est vous. Donc, ben justement non. Pourquoi? Parce que il vaut mieux que votre terre soit plus riche que ce qui est dans le substrat là. Parce que sinon la plante elle reste là où c'est le plus riche. Bon, on peut Il y a une semer- certaine intelligence dans une plante. Hein. Elle Oui. va chercher là où il y a le des plus substances en mauvais. nutritives. Donc si on enrichit ce milieu-là, par exemple dans une alvéole, ben, la plante risque de plus se cantonner dans ce qui est riche pour elle et pas aller plus loin, donc souffrir plus des sécheresses en fait. On peut semer aussi dans une terre dans la même terre où on va ressemer, donc on prend de la terre là où ça va être replanté. Oui. Mais à l'intérieur, quand on ramène de la terre de l'extérieur vers Oui. l'intérieur, on ramène aussi les parasites qui peuvent aussi se développer, des mouches, Oui. des petites mouchettes, tout ça. Donc des larves d'insectes viennent aussi. Ouais. Donc tout ça c'est un peu un compromis. Hein. Bon, Ce qui est bien, c'est d'arroser 8 jours après la plantation. Quand on a repiqué, 8 jours après, on arrose le soir avec un purin d'ortie ouais, à par exemple. 10%, et ça fait, ça développe les racines. les Oui, racines. c'est peut-être un peu- Oui, quoi. Le burin d'ortie, c'est peut-être bien. un peu trop vite quand la plante elle commence à grandir. Je veux dire, Non, c'est mais pas une... c'est pour les racines, hein. Ah On oui. n'arrose pas sur la plante, Ah, on non. arrose. Oui. Moi j'arroserai avant de repiquer. Oui. La veille au soir. Comme ça, tu n'as plus de soucis pour ne pas arroser sur la plante. Oui, enfin, oui, bah oui, oui, pourquoi pas, oui. Voilà. Donc, Tout est à essayer. Ouais. C'est la donc sauce à Ignace. l'avantage de ce genre de potager, c'est que on sait toujours ressemer des lignes. Donc
Voilà, il y a des lignes intermédiaires. Les lignes C, ben, on dérobe la partie, c'est qu'une ligne. On peut facilement ressemer, par exemple après des laitues, on pourrait mettre des betteraves rouges, voilà, des choux raves, voilà. C'est chaque fois des choses différentes. Et voilà, ça, on n'est pas obligé d'attendre que tout le parterre est récolté avant de remettre en culture pour autre chose. Donc ça, c'est l'avantage. Et c'est chaque fois décalé. Donc il y a toujours un endroit où on peut récolter et semer. Ouais, ça j'avais dit. Alors, le semis d'engrais vert donc, peut se faire aussi encore entre les lignes. Donc après les épinards, soit on couvre avec les déchets des légumes qu'on récolte, ou bien ceux qu'on broie, le foin, la paille, on peut mettre entre les légumes, mais on peut aussi, si on n'a pas, semer un engrais vert. Alors on va dire, ben l'engrais vert, ouais, mais ça va prendre de l'humidité au détriment des légumes. Ben non, on a constaté que par exemple, il vaut mieux mettre un engrais vert, par exemple du trèfle, qui va garder une certaine humidité, une certaine activité dans le sol, parce que là où il y a des racines, il y a aussi des micro-organismes, des vers de terre qui viennent travailler, qui viennent chercher ces substances autour des racines. Et le tout, c'est de garder cet engrais vert pas plus haut que la hauteur d'une main. Donc, si la moutarde pousserait exagérément, il suffit de la faucher, voilà, et de remettre sur le sol. Donc, là, le trèfle, la même chose. Donc, c'est facilement, on peut couper et remettre. Un coup de tondeuse à gazon. Voilà. Et donc, si c'est un sol nu en été, on va perdre beaucoup d'eau par rapport à une terre recouverte d'engrais verts. Parce que là, il y a une certaine humidité, c'est comme une mini-forêt qui va couvrir le sol avec une activité intense au niveau des racines. En même temps, on fixe de l'azote. Donc le trèfle apporte aussi de l'azote au sol. Alors ici, je vais un peu donner quelques plantes compagnes intéressantes. Par exemple, l'aneth avec les carottes. L'aneth, on peut aussi la mettre avec tout ce qui est cucurbitacées, donc concombre, cornichons, et aussi entre les choux et betteraves rouges. Donc l'aneth, qu'on peut consommer comme plante condimentaire, est aussi intéressante comme protection. Le basilic, c'est aussi avec les tomates et cucurbitacées, des petits cucurbitacées, parce qu'avec les courges, ça vient, le basilic va être étouffé, mais ça apporte aussi une protection contre les moisissures, donc le botrytis et l'oïdium. Donc pas oublier aussi tout ce qui est à floraison. Donc le bleuet, par exemple, attire beaucoup les butineurs, donc c'est mellifères, ainsi que la bourrache. Donc la bourrache, avec les choux, ça attire les abeilles, ça fait une protection contre la pyrrhide. Et en même temps, la bourrache peut être consommée, donc les petites fleurs bleues peuvent être consommées, ainsi que les jeunes pousses. Les jeunes pousses ont un petit peu un goût d'huître. Donc, et les fleurs sont comestibles. Aussi, Oui. ouais, on met dans les salades. C'est bon pour le cœur. C'est bon pour le cœur? Oui. Ah oui, oui. Et c'est joli en plus. C'est très beau. Oui, oui. Et alors, lorsqu'on a quelques pieds de bourrache, On en a ben, pas après chaud. ça se ressème tout seul. Donc on a des jeunes plantes, Ça, il suffit simplement... On parle d'entre les lignes, ça. Faut la pocher. Oui, oui, et Et c'est entre pas- les et c'est les légumes aussi. Et Donc si la c'est- lette, par exemple, on va mettre une graine par-ci par-là. Hein, on va pas... Oui, mais alors les plantes qui ne sont pas vivaces, qui restent toute l'année, on doit les enlever chaque année pour les déplacer. Les plantes vivaces, Par exemple, les on va fleurs... dire la bourrache. Si on fait ça, des- je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais j'en ai parlé le mois passé. On met ça autour. Ah, autour. Donc, oui.
j'avais même dit ça, c'est la cerise sur Oui, le gâteau, peut-être pas. c'est de mettre ça autour, donc tout ce qui est vivace, ouais, aussi certaines fleurs, pour Oui. attirer justement les abeilles, voilà. Et des choses qui restent. Oui, ben les soucis, ça peut aussi venir entre les légumes. Donc le tout, c'est de bien respecter, de ne pas en mettre de trop, que par exemple l'aneth n'étouffe pas les carottes. Donc l'aneth, on en mettra une graine par-ci par-là. Ça, bien sûr. Par exemple, voilà. Par exemple, le cerfeuil. Eh ben, le cerfeuil peut être associé avec la laitue. Parce que le cerfeuil va éloigner les pucerons. Et apparemment aussi les limaces. Ah, reste à vérifier. Hein. Et ça évite aussi l'oïdium. Donc ça garde une certaine humidité. Donc le cerfeuil pousse plus haut que la laitue, elle va un peu couvrir. Et par son ombrage, pour la laitue, ou éventuellement les radis qu'on pourrait mettre aussi, ben voilà, c'est un peu une non-bellifère qui vient un peu plus haut, donc voilà, ça s'associe bien. Et là aussi, c'est mettre de temps en temps quelques graines par-ci par-là. C'est pas mettre aussi dru que la laitue, par exemple. La tagette, contre les nématodes, donc on met ça souvent avec les tomates. Et il y a certaines variétés spécifiques de tagettes à grand développement qui sont encore plus efficaces que la tagette simple. Oui, la mexicaine. mais- Qu'on a commandé, mais qui ne sont pas encore arrivés. La minuta. Il y a rien qu'à dire. C'est commandé? C'est encore un autre. Comme ça. C'est- Voilà. Donc là aussi, on en met une par-ci par-là, ben voilà, ça évite les nématodes, ça attaque aux racines des tomates ou des carottes, et ça crée des petits canaux, et la plante périt. On voit parfois qu'il y a une tomate qui, parmi toutes celles qu'on a plantées, poum, elle fait ça, ben, c'est souvent à cause des nématodes qui ont venu Au pied de piquer la le... Ouais. Bon, la tanésie a aussi des propriétés insecticides. Oui, c'est Donc là, on mettra peut-être aussi c'est vivace, en périphérie. Ouais, voilà. Mais Donc qui- apparemment, ça serait quand même assez efficace contre les poux pour les poulaillers. C'est Donc, volumineux, hein, de la Tunisie. Mais, et Oui, c'est et en toxique. suspens, C'est toxique. C'est Oui. toxique, hein, donc il ne faut pas manger les fleurs de cela. Hein. oui, et en suspens des bouquets comme ça, apparemment, ça serait quand même- Entre les lignes, des bouquets de Tunisie? Non, dans les poulaillers. Ah, d'accord. Ah, oui. Donc la tanésie peut être utilisée. Donc on peut la mettre aussi quelque part dans son carré potager Oui. Gertrude Frank. À l'extérieur de l'enclos des poules, par exemple, aussi. Alors la valériane officinale, elle est favorable à beaucoup de cultures et augmente l'activité des vers de terre. Il favorise le sommeil. Des vers de terre? La valériane, t'en J'espère que prends un non. petit peu trop, tu dors. Ça, Tu dors bah voilà. Les soirs. Ah, c'est une C'est pas horreur. ça. Là, t'es tranquille. Comment? Ça sent très mauvais la valériane. Ah oui. Ah oui, Ah ça bon. sent fort. Ben, Ben, souvent, ben, Ah, si, c'est souvent Ça sent cet très effet-là, fort. c'est le mais c'est ça je qui- dirais Non, pas c'est- que c'est c'est- mauvais. éloigner les insectes. Et ça Ouais. se ressème très fort aussi. Je sais pas. Ouais, j'ai pas trop. C'est grand comme plante? Ah oui. Oui, C'est 2 mètres. ouais, c'est grand. Ok. Comme Ah, plante. je n'en ai C'est pas vivace, hein. cultivé, mais j'en ai acheté de la Donc séchée. ici, je vais en semer. Oui, mais quand elle fleurit, elle sent bon, moi. Ah je oui, trouve. oui, mais après, quand on Ouais, la, peut-être, ouais. la garde et qu'on la sèche, et puis qu'on... oui. Mais comme elle a une forte odeur, justement, comme Michel il dit, les insectes Oui. qui cherchent le poireau ou les carottes Ah bah, vont ils sont peut-être pas les perturbés, trouver. hein, Ouais, oui, ouais. c'est bien. Mais Voilà. je sais qu'avec la Tunisie, on ne peut pas associer n'importe quoi comme légumes. Je pense que c'est un peu toxique sur, Oui, c'est ce qu'on a dit. Hein. Donc, sur quoi comme culture en fait. ben, en fait, c'est un peu comme un insecticide. Il faut le mettre assez loin alors. Ben, je crois que c'est répulsif. C'est au niveau répulsif, d'odeur. ouais. J'ai même lu un monsieur qui faisait ça, il faisait un insecticide avec de la tanésie Pour pour les pulvériser. Mais je crois que c'était même le verre du poireau ou de la carotte. Enfin bon. Moi je l'ai Et- fait sur mes artichauts. Hein. Sur une journée, les fourmis, elles étaient Mais là, je me méfierais Naturel, parce qu'après, on le On mange. va les Ah, tu veux manger Tunisie après. Ouais, bon. C'est des plantes. Hein. Oui, mais Au enfin... pied des plantes, tu faisais ça. là. Au Dans, pied. dans les feuilles à l'intérieur, mais je Ah ouais, touchais ouais. pas Bon, les on va y aller parce que sinon Ah non, non, il y a faut y des gens aller. qui vont rater l'apéro. Hein.
Alors, par exemple, avec les fraisiers, on peut associer les aliacées. Donc, si on a des pins de Les fraisiers l'ail, dans son... de l'ail. voilà. Échalote. Et alors, Gertrude Frank, elle venait même repiquer des poireaux au milieu des fraisiers. Donc, elle faisait simplement un trou, elle repiquait. Et pour récolter le poireau, elle y allait avec une gouge, comme Une pour les asperge. asperges, voilà, pour ne pas déranger trop les fraisiers. Pourquoi? Parce que les aliacées ont aussi... c'est un peu... Ouais, et ça assainit le milieu, en fait. Donc, ça a un peu un... Ouais, ça assainit le milieu, ça évite les pourritures. Et comme Gilbert disait toujours, les fraises n'auront pas le goût de l'ail, mais Non. elles vont avoir un Voilà. goût plus fort de fraise. Ouais, ça intensifie le goût. Ouais. Ouais. Ça accentue le goût. Et puis, il pousse naturellement. Dans Donc, les fraises. On sait aussi que les lignes de carottes et d'oignons peuvent être assez proches l'une de l'autre. Donc, si par exemple sur une ligne B, on aurait semé des carottes de provision qui durent la moitié d'une année, donc les carottes longues, ben, à côté, on aurait très bien pu semer aussi des oignons parce que, voilà, ces deux plantes-là D'accord. repoussent un peu les insectes bougent de la carotte ou bien le vert du poireau ou de l'oignon. C'est pas à 100% évidemment. Dans la nature, il n'y a jamais des trucs à 100%. Heureusement d'ailleurs. Alors, avec le haricot nain, on peut aussi mettre de la sarriette qui peut être consommée. Donc ça aide même à la digestion des haricots à écossais. Et on peut y mettre aussi des graines de souci, donc calendula. Alors, associer les laitues avec des radis, par-ci par-là. La laitue va garder une certaine humidité qui sera propice pour le radis. Parce que le radis, quand il commence à faire chaud, plus chaud et s'il y a une période de sécheresse, on aura beaucoup de puces de terre, l'altis, il va venir faire des petits trous sur les feuilles. En associant avec les laitues, on garde une certaine humidité dans le milieu. Donc pour le radis, il y aura une certaine humidité, donc on ne met pas densément les radis au milieu des laitues, mais on en sème par-ci par-là. Et ça permet d'avoir des radis en même temps que les laitues, et une protection réciproque. On peut aussi y mettre des betteraves potagères au milieu des laitues, par exemple, une aussi par-ci par-là. Alors, une association qu'elle préconisait grandement, c'était le chou et le céleri. Donc, et en même temps, on peut y mettre de la bourrache au milieu, donc sur les mêmes lignes. Donc le céleri va éloigner la pierrite du chou. Tous les choux. Oui, oui, tous les choux. Et en même temps, le céleri, quand on a des lignes de céleri les unes contre les autres, comme ça, des plants trop proches, on voit qu'on a parfois la septoriose, donc ça vient brun. Et ça, c'est quand la météo n'est pas très bonne. Et quand c'est des mêmes plantes, voilà, on a parfois une certaine maladie qui s'installe. Par contre, si on met par exemple 2 pieds de chou comme ça, puis 2 pieds de céleri, 2 pieds de chou. Donc moi je parle de jardin d'Albec, je mets sur 70 cm. Donc je combine En quinconce. un peu en quinconce, voilà. Mais il faut qu'il y ait de la place pour le céleri aussi. Si vraiment, pour le céleri rave qui a besoin quand même pas mal de nourriture, s'il y a trop de concurrence avec le chou, on pourrait dire, bon, voilà, il y a un peu de concurrence, on peut encore mettre les céleris ailleurs, et on peut placer par exemple le céleri à jet, qui va offrir la même protection, mais qui est beaucoup plus volontaire à pousser, et ne va pas trop être perturbé par le chou qui va pousser à côté. Mais le tout, c'est de trouver le bon espace. Donc tout ça, il faut essayer. Donc, je vais essayer cette année aussi, donc je vais un peu voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je mets le céleri à jet que je ne consommerai pas.
Mais Ouais, que voilà. comme protection. Bon. Ouais, Voilà. Voilà. À jet ou à côte, voilà. Donc il y a moins de risques, donc on est sûr À d'avoir. couper, quoi. Hein, Oui, aussi. oui, oui. Avec les petites tiges. Ouais, ouais. Donc le souci, calendula, donc pas oublier, mettre ça un peu partout aussi. Donc on laisse tomber quelques graines par-ci par-là. Les soucis. Ben, ça Ah, les attire soucis. beaucoup, ouais, les soucis, le calendula. C'est de l'engrais vert en même temps. Hein. Et ça apporte, c'est mellifère, donc ça attire. Ce sont ça parle surtout des les pollinisateurs, sylphes qui aiment donc bien. C'est Oui. un nom. Pardon. Les sylphes aiment Pas bien. d'engrais vert. Ouais, ça. aussi. Donc comme les petites abeilles là qui font un peu sur place. Là. Ouais. Les sphères. Les Sylphes. sylphes. Les Sylphes sylphes, qui ouais. mangent beaucoup de pucerons. Oui, oui, oui. Alors, comme j'ai dit, ben, la moutarde des champs, ben, ça aussi on peut semer régulièrement. Dès qu'il y a une parcelle qui vient vide, donc par exemple en fin de saison, on arrive en août-septembre et qu'on dit tiens, je vais plus remettre une culture en route là parce que je vais plus y arriver. Ben, là, on peut semer, par exemple, de la moutarde, couvrir le sol et ça va rester tout l'hiver. Ça peut geler, mais c'est rien, ça fait un petit tapis sur le sol, ça couvre. Donc c'est protection. Donc il faut couvrir le sol et toujours avoir des végétations sur le sol. Ça c'est un peu une règle générale de sa méthode. Bon ben voilà, c'est midi. Il y avait de l'apéro. Ouais, ça peut- J'ai une question, Michel. Oui, oui, vas-y, Cathy. L'année dernière, j'ai eu le grand bonheur d'avoir le verre du poireau. Ah, Comme tout le monde dans les potagers voisins. la mouche mineuse, non? Oui, c'est-à-dire que ça faisait des espèces de petits insectes noirs entre les Petit brun. bruns. Oui, enfin, Brun foncé, ouais. noirs. Ouais. C'est la mouche. Mouche Voilà. mineuse souvent, ouais. Alors maintenant, est-ce que je peux remettre une Non. culture, pas de poireaux évidemment, mais j'avais l'intention de planter des haricots verts à cet endroit-là. Est-ce que je peux? Bon, Ou est-ce qu'il va rester des espèces de petites... bah, c'est pas nuisible pour cette plante-là. hein, C'est donc, pas nuisible pour les bah non. haricots verts? Ça a peut-être avec les gels, ça a peut-être été détruit. Bon, pour la mouche, en fait, il faut mettre un filet au mois de septembre, c'est ça? C'est à la plantation. Bah, l'année passée, il y a eu vraiment des grosses attaques de mouches mineuses. Hein. Je connais un fermier là, qui met toujours plein de poireaux à vendre. Tous les, Bah, cette année, il n'a pas su en vendre à cause de la mouche mineuse. tous les poireaux, là, il y a une trentaine de jardins, les gens dans le ils connaissent les uns à côté des autres, et tous les poireaux étaient malades. Oui, il y a vraiment une infestation. Plus ils étaient beaux, les poireaux. Et quand on met un filet, il ne faut surtout pas mettre où il y a eu des poireaux l'année passée, parce qu'il peut y avoir des larves qui sont dans le Dans le sol, sol, qui se développent, et après, ils ne savent même plus s'échapper. il reste là, donc ouais. On pourrait attendre 3 De toute façon, les règles générales de rotation des cultures, on ne remet jamais le même légume Bien au sûr. même endroit. Mais je voulais savoir si le haricot vert ne risquait pas d'avoir un problème. Bah, on ne met pas en même temps un aliacé et légumineuse. Ça, j'ai dit au départ. Mais quand c'est décalé comme ça, 6 mois après, c'est la même chose. Voilà. Bah, c'est bien. Bon appétit à tous. Et bonne apéro. Voilà.